Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Alex Jordanov est libre. Le journaliste français enlevé dimanche dernier près de Bagdad a été relâché en début d'après-midi. Devant la multiplication des prises d'otages, plusieurs associations, Médecins du Monde ou Handicap International ont décidé d'évacuer leur personnel d'Irak. En France, le lundi de Pentecôte pourrait finalement rester chômé. Le jour férié supprimé pour financer le plan autonomie vieillesse serait fixé chaque année par décret. Dans le secteur privé, il serait laissé au choix des entreprises. Le déjeuner des recalés. 7 anciens ministres du gouvernement Raffarin II se sont retrouvés aujourd'hui. Pas de récrimination, il s'agit seulement d'un repas d'amitié, ont indiqué les participants. La fête à Cherbourg où des milliers de personnes se sont rassemblées sur les quais pour fêter le Queen Mary 2. C'était aujourd'hui la première escale en France du plus grand paquebot du monde et de ses 2600 passagers. Enfin, cette étude qui confirme la banalisation du cannabis chez les jeunes. Un lycéen sur 5 fume au moins 10 joints par mois. En revanche, la consommation de tabac marque le pas. D'abord, donc, cette bonne nouvelle en provenance d'Irak, elles ne sont pas si nombreuses. Notre confrère Alex Jordanov a retrouvé la liberté. Il semble très éprouvé, très fatigué, mais en bonne santé. Sur place, Martine Laroche-Joubert, Patrick Desmully. Sain et sauf dans la grande mosquée sunnite de Bagdad. Alex Jordanov, journaliste français, enlevé dimanche dernier par des combattants irakiens sur la route entre Bagdad et Karbala, vient d'être déposé il y a 1 heure à peine par ses ravisseurs devant l'entrée de la mosquée. Épuisé. Entouré par les chers de l'association des religieux islamiques, il raconte son enlèvement pendant des combats entre Américains et Fédayines. J'ai été la cible de tir, donc je me suis un peu caché, on va dire. Il est arrivé une voiture de Mourajidine, ils étaient 4, et de force ils m'ont enlevé. Et après, c'était une... Comment vous avez été traité et qui vous a enlevé? Oh, ça changeait tous les jours. Au départ, c'était les fédayines de Saddam qui m'ont emmené. Moi, j'ai été dans 8 endroits différents. À chaque fois, on passait de on va t'égorger à tu fais partie du Mossad. On va dire que le passeport français n'est pas une garantie aujourd'hui dans les campagnes, en tous les cas. Et vous avez été maltraité? Des fois, oui. Des fois, non. C'est-à-dire, quand vous étiez maltraité, qu'est-ce qui se passait? C'était des coups de crosse, de l'humiliation. Qu'est-ce qu'ils vous disaient? C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a affaire à des gens différents, plus ou moins éduqués. Donc, dès qu'il y avait quelqu'un qui avait un degré de parler anglais, on arrivait à peu près à communiquer, sinon j'étais l'ennemi juré. Et à chaque fois ça fluctuait dans une pièce, il y avait souvent 20 Mourajidines, il y en avait 3 qui voulaient ma peau, 2 qui voulaient comprendre, 4 qui voulaient me sauver. C'était incompréhensible à chaque fois, ça durait des jours, des nuits, on dormait avec les néons. Et que des Mourajidines partout, sans fermer l'œil. C'était comme ça. Quand il m'emmenait des fois, il me bandait les yeux, des fois il me bandait pas les yeux, mais il s'arrêtait tout le temps. Tous les villages, tout le monde se connaît, il connaissait tout le monde. Toute cette résistance, même s'ils font partie de groupes différents, est très très solidaire. C'est quasiment tout le pays qui est en résistance. En tous les cas, dans les campagnes, j'en ai fait de la campagne, du désert aux environs de Nadjaf. Comment vous avez été libéré? Je pense que ça a été un rapport humain avec des gens du parti islamique. C'était les derniers chez qui on m'a emmené. Et il y a eu un rapport très fort d'entente et ils ont dit allez, viens, on va t'emmener à la grande mosquée. Les diplomates français font leur entrée. Le chargé d'affaires remercie les religieux. Alex Jordanov, revenu d'une situation périlleuse, retrouve un certain sourire. Voilà, en direct de Bagdad, on retrouve Martine Laroche-Joubert. Bonsoir Martine. Vous étiez donc sur place au moment de cette libération et vous avez d'autres détails sur les circonstances de cette libération.
Oui, cet après-midi, nous avons reçu un coup de fil d'un informateur qui nous disait qu'il y avait un Français dans la grande mosquée. Alors nous étions un peu sceptiques en y allant parce qu'il n'y avait rien d'officiel à ce moment-là sur la libération d'Alex. Et puis nous sommes arrivés dans la grande mosquée et nous avons vu Alex dans une pièce, la tête dans les mains, complètement épuisé. Il était entouré par des religieux et surtout par un chef de tribu sunnite très influent en Irak, probablement le plus influent. Il faut ajouter aussi que ce n'est pas la première fois que des otages sont libérés devant cette mosquée. Il y a 2 jours, nous avions rencontré un cheikh dans cette mosquée et c'est lui qui avait favorisé la libération des 11 otages chinois. Martine, est-ce qu'on sait ce que réclamaient les ravisseurs? Écoutez, Alex ne nous l'a pas dit parce qu'il avait pas mal de difficultés de compréhension avec ses ravisseurs, un problème de langue. Finalement, il a eu l'impression d'une très très grande confusion. Merci Martine pour ces précisions. L'enlèvement d'Alex Jordanov remonte à dimanche, mais c'est hier qu'il a été rendu public et c'est bien cette annonce qui apparemment a joué un rôle déterminant. Claude Sampère. L'attente aura été longue à Capa, l'agence de télévision où travaille Alex Jordanov. Coup de fil incessant, négociations de dernière minute et enfin 17h, la nouvelle de la libération tombe. Donc il est libéré, je pense qu'il y a une équipe à nous aussi. Voilà, là il part avec les diplomates parce que je pense qu'ils veulent le débriefer. Voilà, quoi, c'est réglé. Pour tous, un immense soulagement. Je suis contente pour Alex parce que c'est vraiment un journaliste que j'adore. Alex Jordanov, 45 ans, avait été enlevé dimanche dernier au sud de Bagdad sur la route de Kerbala. Un convoi américain venait d'être attaqué par des combattants sunnites. 2 heures d'affrontement dans la plus grande confusion. Alex est séparé de son caméraman. Après une nuit de détention, le caméraman Ivan Seriek s'est libéré après avoir pu convaincre ses ravisseurs qu'il était français. Mais Alex, lui, reste détenu. Apparemment, c'est en début d'après-midi que tout s'est accéléré pour sa libération grâce à l'intervention depuis Paris d'un journaliste franco-libanais qui travaille pour le vrai journal de Canal+. Grâce à cet homme, Alex est localisé et son agence peut entrer en contact avec lui. Il y a quelques heures, j'ai eu Jordanov au téléphone. Parce qu'on avait eu, grâce à un contact du vrai journal, le contact avec le chef des oulémas de Bagdad, qui a fait le nécessaire très vite. Et on a su où était, donc dans quelle mosquée il était. On a eu son téléphone et on a pu lui parler. En fait, le journaliste franco-libanais a pu entrer en contact avec un religieux sunnite de premier plan, le cheikh Al-Kobesi, chef des oulémas musulmans d'Irak. C'est l'homme clé. En plus, cet homme-là, c'est le même qui a œuvré pour la libération des autres otages russes et chinois il y a 2 jours. C'est pour cela c'était très facile finalement d'aller chercher le même homme pour lui demander de nous aider à libérer Alexandre Jordanov. Ce soir, Alex Jordanov se repose à Bagdad, libre. Une réaction, celle du ministre des Affaires étrangères, Michel Barnier. Il se dit très heureux, mais la plus grande prudence reste bien sûr de mise. Il reste une quarantaine d'otages, dont 4 civils italiens et au moins 1 britannique. Aujourd'hui, l'association Handicap International annonce qu'elle suspend son action sur place. Médecins du Monde évacue ses équipes et demain, quelques 800 ressortissants russes quitteront le pays. On retrouve sur place nos envoyés spéciaux, Martine Laroche-Joubert, Patrick Despully. C'est l'heure du départ pour les Français de cette association humanitaire spécialisée dans l'urgence. Pascal et Sébastien donnent leurs dernières instructions aux Irakiens qui tenteront de garder cette ONG ouverte. Pas de panique, mais des regrets. On part pour des raisons de sécurité. La situation de la sécurité en Irak ne nous permet plus de travailler dans les meilleures conditions. L'absence des Nations Unies, de l'Union Européenne, de quelque chose de légal, d'un gouvernement légal, légitime et légal nous empêche d'être protégés à un niveau international. On ne peut pas prendre de risques sur la vie des gens, ni des expatriés, ni des Irakiens. C'est un départ momentané, 1 semaine, 2 semaines. Personne aujourd'hui peut dire comment la situation évoluera au niveau de la sécurité, les prises d'otages, les factions qui se développent. Quelques humanitaires français restent encore en Irak, mais ces Irakiens-là risquent de se trouver bien seuls au milieu du chaos. Un mot de la situation militaire maintenant. Côté sunnite, la trêve est prolongée à Falloujah. Les Marines distribuent des tracts pour appeler la population à livrer les hommes qui avaient lynché les 4 Américains il y a quelques jours. Côté chiite, la coalition encercle toujours la ville de Nadjaf où est retranché Moqtada al-Sadr.
On apprend qu'une délégation iranienne est intervenue aujourd'hui à la demande des Britanniques pour tenter une médiation. Hier, on attendait la conférence de presse de George Bush sur cette situation explosive en Irak. Eh bien, le président américain maintient sa ligne et se dit prêt à envoyer des troupes supplémentaires. À Washington, Alan Chalvron, Aaron Diamond. Tout va mal, mais tout va bien. George Bush avait convoqué cette conférence de presse pour rassurer le peuple américain déboussolé par les images d'Irak. Et rien de tel pour cela qu'une réaffirmation systématique du credo et d'abord de l'amalgame. Les terroristes ont perdu leur base en Afghanistan et leur allié Bagdad. Le lien entre Ben Laden et Saddam Hussein reste donc l'alpha et l'oméga de sa politique de communication. Saddam Hussein était une menace pour l'Amérique. Et nous découvrirons la vérité sur les armes de destruction massive. Et pour ce qui est de la situation actuelle en Irak, c'est très simple. On veut nous faire partir, mais on ne partira pas. Et George Bush de réaffirmer qu'il entend bien amener Moqtada Sadr, le chef des insurgés, à la justice et transférer le pouvoir aux Irakiens le 30 juin. À qui? Surprise du chef. On trouvera bientôt, c'est ce que fait le délégué de l'ONU. Accusé de ne pas avoir réussi à prévenir les attentats du 11 septembre, George Bush amorcerait-il une autocritique? Quelle serait votre plus grosse erreur? La réponse est embarrassée. Je suis sûr que les historiens diront « Mon Dieu, il aurait mieux fait de faire ceci ou cela ». Mais décidément, non, George Bush ne voit pas d'erreur. Effectivement, le président américain n'est pas homme à douter. Il est comme porté par une vision messianique. Rendre, dit-il, le monde meilleur. Cela provoquera sans doute la consternation dans les chancelleries, mais cela plaira dans le Kansas, et c'est là que se trouve l'électeur américain. George Bush qui a rencontré il y a quelques minutes Ariel Sharon, entrevue très importante. Le Premier ministre israélien espérait faire approuver son plan de séparation unilatérale. Eh bien, c'est réussi. George Bush l'a qualifié ce plan d'historique et de courageux. Je vous rappelle qu'il prévoit le désengagement de Gaza, où l'on compte quelques 7000 colons, mais le maintien de la plupart des implantations en Cisjordanie, qui regroupent, elles, 220 000 colons, qui pourraient donc rester sur place en Cisjordanie. Reportage Charles Anderlin. Tel Zion n'a pas 10 ans. Cette implantation pousse sur une colline à quelques minutes de Ramallah. Bien peu savent que cette colonie doit devenir une ville de plus de 20 000 habitants, tous des juifs orthodoxes. Pas question d'y pénétrer, la construction continue. Nul ne parle d'évacuer Tel Zion. Ce n'est pas le cas pour Migron, un peu plus au nord. Quelques dizaines de familles habitent cet avant-poste dont la construction n'a pas été approuvée par le gouvernement Sharon. Illégalité qui n'empêche pas les autorités israéliennes de fournir l'eau et l'électricité à ces colons. Je crois que je dois vivre ici. J'aime beaucoup cet endroit. Je ne pense à aucune autre option. Et notamment au plan d'Ariel Sharon qui prévoit, pour commencer, le démantèlement des colonies juives de Gaza. Une politique contre laquelle lutte avec becs et ongles le mouvement des implantations. Nous pensons qu'il est immoral de déraciner dans ce plan de séparation des familles, des résidents qui habitent sur place depuis 35 ans, de leur demander de quitter leur maison en contrepartie de rien du tout en fait. En contrepartie d'aucune négociation, d'aucune concession de la part des Palestiniens. Le plan Sharon doit être encore approuvé par les 200 000 militants du Likoud, son parti, aussi par le gouvernement et le Parlement israélien. L'évacuation de Gaza pourrait avoir lieu en 2005. Et rappelons que pour l'autorité palestinienne, ce plan, et notamment le maintien des implantations en Cisjordanie, détruirait toute possibilité de paix, de stabilité et de sécurité dans la région. En bref, encore à l'étranger, les élections générales en Afrique du Sud, un vote dans le calme. Ici, le président sortant Thabo Mbeki, qui devrait être reconduit. L'ANC, le parti au pouvoir, est très largement favori. Image aussi de Nelson Mandela, qui a voté dans cette banlieue huppée de Johannesburg. Le scrutin coïncide avec le 10e anniversaire de la fin de l'apartheid. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis ce nouveau coup de fatigue du pape sur les conseils de son médecin. Il a renoncé à lire le texte de son audience générale du mercredi place Saint-Pierre au Vatican. Mais il a salué en plusieurs langues les milliers de pèlerins venus le voir. En France, le gouvernement est peut-être en train de revenir sur la suppression annoncée du lundi de Pentecôte comme jour férié. Cette disposition a été conçue, vous le savez, pour financer le plan autonomie vieillesse. Il y aurait bien un jour de travail en plus, mais il serait fixé chaque année par décret dans le public et laissé au choix dans le privé. Nathalie Moisan, Catherine Juste.
Lundi de Pentecôte, 8 mai ou Ascension, quel jour férié devrez-vous travailler? Réponse à la carte. Chaque entreprise choisira son jour. Pas forcément une bonne idée pour ce patron d'une agence photo qui redoute les problèmes d'organisation. Je vois mal comment on va pouvoir s'accorder, donc ça veut dire qu'il faudrait appeler ses clients pour leur demander quel jour ils pensent fermer, pour nous accorder à leur désir. Donc je pense qu'il sera peut-être mieux de prévoir, de fixer un jour et de s'y tenir, de façon à ce que tout le monde puisse le respecter. Sur le fond, Christian Delannoy est favorable à la suppression d'un jour férié, surtout si l'effort est réparti entre le patron et ses employés. Quant aux salariés, là aussi l'accord sera difficile si on les interroge, chacun a son idée. C'est dommage. C'est dommage, voilà. Et je pense que ça n'arrangera absolument rien, comme pas mal de gens le pensent aussi, voilà. Je préfère garder mon jeudi d'Ascension, ça me permettra d'avoir avec mes RTT 4 jours de week-end. Pourtant, en décidant de laisser le choix aux entreprises, la majorité parlementaire voulait apaiser les mécontents. La Pentecôte faisait polémique. Dans certaines régions, ça peut être culturel. Culturel, c'est par exemple les férias dans le Midi, à Nîmes avec Fezensac. Ça peut être cultuel aussi, lundi de Pentecôte, certains pèlerinages. Il y a eu aussi tout ce qui était sportif. Le lundi de Pentecôte, il y a beaucoup de tournois de jeunes. En résumé, dans le privé, il faudra discuter du jour de congé à supprimer. À défaut d'accord, ce sera le lundi de Pentecôte. Dans le public, c'est un décret qui fixera ce jour. Là encore, Matignon préférerait la Pentecôte. Politique encore avec le déjeuner des recalés. 7 anciens ministres du gouvernement Raffarin II, non reconduits dans l'équipe Raffarin III. Ils se sont retrouvés aujourd'hui pour un repas d'amitié. Rien de plus selon eux. Pauline Revenat, Olivier Robert. Depuis 12 jours, ils peuvent se payer le luxe d'arriver très en avance à leur déjeuner et d'attendre au café d'en face incognito. Je ne les ai pas reconnus. Des ex-ministres, mais ils devaient rester dans leur bureau, ceux-là on les connaît pas, mais ils s'accrochent. Aujourd'hui, c'était le rendez-vous des ex, le repas des recalés, la réunion des remerciés, sans amertume, ils le garantissent. Certains réapprennent les plaisirs simples de l'existence. Pour moi, c'est un délice de prendre le métro. On voit ses amis, on se balade un peu. Hier, je suis allé au cinéma l'après-midi, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Et ce soir, j'y retourne. Bref, voir des films autrement qu'en projection privée, ce serait le bonheur. Les plus attendus Luc Ferry et Francis Mer ne sont pas venus. Un de leurs anciens collègues a même trouvé l'idée de mauvais goût. Quant aux autres, 2 heures de déjeuner hors caméra, dans un endroit de la brasserie que l'on appelle le paradis. Eux, ils ont peut-être évoqué le paradis perdu de leur ancien ministère. Moi, j'étais très passionné par ce que je faisais, donc j'aurais bien continué. Merci infiniment. Allez, bon courage. Et à charge de revanche, on recommence. Un dernier bain de caméra et de micro avant de prendre un taxi ou le métro, comme tout le monde. Pour la note, pas de souci. C'est justement Pierre-André Wilzer qui a régalé. Les anciens ministres touchent encore leur salaire pendant 6 mois. Quant au gouvernement Raffarin III, eh bien, il a connu son premier remaniement. Philippe Briand, nouveau promu, il était secrétaire d'État à l'aménagement du territoire, a démissionné. Il n'aurait pas réussi à trouver un successeur pour diriger son entreprise. C'est l'explication avancée. Il est remplacé par Frédéric de Saint-Cernin, 46 ans, député de la Dordogne et proche de Jacques Chirac. Les députés qui ont voté aujourd'hui la loi de décentralisation, un texte qui n'a pas fait l'unanimité. Communistes et socialistes ont voté contre. L'UDF s'est abstenu. Plus rare, 22 députés UMP se sont également abstenus et 21 n'ont pas participé au vote car le texte est contesté. Voici les transferts de compétences qu'il prévoit. Pour les régions d'abord, aide aux entreprises, investissement hospitalier et gestion des personnels des lycées. Pour les départements, la gestion des routes nationales et des personnels de service des collèges. Pour la gauche, qui détient 24 régions sur 26 désormais, les griefs ne manquent pas contre ce texte. En Picardie, Émilie Lançon, Daniel Lévy. Vous êtes en quelle année? Moi, je suis en première année d'école d'infirmier. Première année. Si Claude Géverck s'intéresse tant à la scolarité de cet élève infirmier, c'est qu'il va devoir payer sa formation. Décentralisation oblige, c'est désormais aux régions de financer la formation professionnelle. Un cadeau empoisonné aux yeux du nouveau président de Picardie. Plus de compétences, c'est bien, assure-t-il, mais avec quel budget? Moi, je souhaite que l'argent qu'on nous donne soit revu sur des séquences de 2-3 ans et que nous ayons des budgets dynamiques. Dynamique, c'est-à-dire évoluant selon les besoins. Pour l'instant, rien n'est prévu dans la loi. Autre sujet d'inquiétude, ici à Clermont-de-Loise, 90 élèves sortent de l'école d'infirmiers chaque année. Seule une trentaine restent dans la région. Les 60 autres s'en vont généralement en Île-de-France ou dans le sud. Ici, sur ce territoire, par exemple, je forme des gens qui vont travailler ailleurs. Est-ce que j'aurai des crédits
des régions qui vont les recevoir? Est-ce que l'État va continuer à jouer son rôle péréquateur? Ou est-ce que je serai pénalisé 2 fois? Je vais payer la formation de gens qui vont les travailler ailleurs. La région va aussi s'occuper des aides aux entreprises. Alors pour Claude Géverck, rencontrer des patrons est une priorité. Je ne sais pas faire à la place de l'État, je ne veux pas faire à la place de l'État. L'aide aux PME, d'accord, dit-il, mais comment aider des gros groupes industriels? Sur des entreprises multinationales dont les bénéfices sont supérieurs au budget de la région, quelle est ma capacité à intervenir? Et l'État, il me donne quoi là, à ce moment-là? Les clés pour me débrouiller tout seul? Quand on parle de décentralisation, c'est-à-dire de charges nouvelles, et qu'en même temps on nous baisse les crédits, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quoi. Plus de charges, moins de crédits, c'est pas possible. Faute de financement correspondant à leurs nouvelles compétences, les régions devraient augmenter les impôts locaux, ce que bien sûr elles refusent. Et le gouvernement a confirmé que le texte serait modifié en deuxième lecture pour tenir compte des critiques, y compris celles qui émanent de la majorité qui dénonce par exemple une trop grande complexité. Concertation toujours, Jean-Pierre Raffarin a entamé sa série d'entretiens avec les dirigeants des partis. François Bayrou a été reçu tout à l'heure. Puis, après lui, François Hollande. Il s'agit, selon Matignon, d'échanger des idées afin de sortir la France des grandes impasses. Fin de citation. Direction Cherbourg maintenant pour cette journée de fête. La première escale en France du plus grand paquebot du monde, le Queen Mary 2, construit à Saint-Nazaire, tout près de là. Sur place, Laurent Di, Sylvain Gauthier. Il est littéralement porté par la foule. Une stature imposante pour ce paquebot, le plus grand du monde, plus de 70 mètres de hauteur. Il en éclipserait même le soleil. Vacances oblige, les curieux se sont déplacés en masse pour le mastodonte. Au pied du Queen Mary 2, on se sent souvent tout petit. On est vraiment des petites fourmis à côté, hein. Je ne sais pas si vraiment ils se rendent compte. Marie, comment tu réagis, toi? Comment tu vois le bateau? Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi? Énorme. Énorme. Pour l'occasion, Cherbourg a fait les choses en grand, avec une flottille de 150 embarcations qui attendaient le navire tôt ce matin pour le guider dans la rade. Mais aussi, grand classique, le concert de cornes de brume et les lances à eau comme au bon vieux temps. Il y a un peu plus de 60 ans, c'était son grand frère qui accostait ici. C'est donc une grande tradition, celle des transatlantiques, que le Queen Mary 2 vient raviver dans le port normand. Énorme, ce tout nouveau paquebot, tout le monde est d'accord, mais pour certains connaisseurs qui en ont vu d'autres, le mythique France par exemple était beaucoup plus beau. La finesse, la ligne en particulier de l'étrave, toutes ces superstructures, ces cheminées avec ces ailerons, bon ça manque là-dessus, c'est dommage. Ici en fait le luxe est à l'intérieur, moquettes épaisses, bois naturel et cuivre clinquant, une fierté nationale car après tout le Queen Mary 2 a été fabriqué à Saint-Nazaire. Revenir ici, c'est comme revenir à la maison. Dans chaque port, il y a une émotion différente. Mais ici en France, c'est le lieu de naissance de ce bateau. Et ça, nous ne l'oublierons jamais. Après une journée d'escale à Cherbourg, le paquebot repartira comme il est arrivé, de nuit, direction son port d'attache, Southampton, en Angleterre. La mer encore avec ce nouveau chalutier victime d'une collision. Il a été heurté par un cargo au large des côtes anglaises aujourd'hui. Heureusement, il n'y a que des dommages matériels. Paul de Genève. Les marins du Corona Gloria n'ont rien vu venir. En plein brouillard, ce chalutier a été percuté à l'arrière ce matin par un cargo sorti de nulle part alors qu'il se trouvait en action de pêche. Et c'est donc remorqué par un autre chalutier de Boulogne-sur-Mer qu'ils sont rentrés à quai. Le navire de commerce a lui continué sa route, disparaissant dans les brumes. Le bateau ne s'est même pas arrêté, on ne sait même pas qui c'est. Enfin, apparemment le cross, ils ont une idée sur qui ça peut être, mais on ne sait pas de plus. Et vous étiez sur votre lieu de pêche habituel Ouais, c'est ça, ouais. Comme d'habitude. Les 5 marins sont sains et saufs. En revanche, le chalutier doit être mis à sec ce soir pour évaluer les dégâts. Les autorités maritimes françaises et britanniques ont ouvert une enquête, sans préciser si le cargo responsable avait été ou non identifié. Cette nouvelle collision rappelle le naufrage du chalutier breton le Bugale-et-Braise. 3 mois après, l'enquête piétine. Les prélèvements de peinture du principal suspect, le Seattle Trader, ne seraient toujours pas entre les mains de la justice française. Quant au renflouement réclamé par les familles des 5 marins disparus, aucune date n'a encore été fixée.
Autre accident dans le ciel, cette fois une collision très rare entre deux avions de tourisme au-dessus de la Méditerranée, à une centaine de kilomètres au large du Cap Béar, près de la frontière franco-espagnole. Les appareils, l'un immatriculé en France, l'autre en Espagne, avaient été affrétés par des coopératives de pêche pour repérer les bancs de thon. Ils transportaient 5 personnes au total. Les recherches sont en cours. Accident encore dans un tunnel d'une autoroute suisse, ici, près de Zurich. Il y a 1 mort et 5 blessés. Un tunnel à sens unique. Un camion aurait poussé un autre camion dans une voiture. Celle-ci a été écrasée et s'est enflammée, c'est ce qu'indique la police. L'enquête sur la disparition du petit Jonathan, la cellule mise en place à Saint-Nazaire a commencé ses travaux. Aucune piste précise ne semble se dessiner. De fait, chaque année, 1 à 2 disparitions d'enfants restent inexpliquées. Yvan Martinet, Véronique Gagliel. 1 an, 3 mois, sans la moindre nouvelle de sa fille Estelle. 9 janvier 2003, la fillette disparaît sur le chemin de l'école. Jamais Éric Mouzin n'a cru en l'hypothèse d'une fugue. Je ne comprends pas pourquoi on continue systématiquement à opposer aux parents des enfants la possibilité d'une fugue, avec l'effet pervers de les culpabiliser quelque part. Marion Wagon non plus n'avait pas fugué. En novembre 1996, la petite fille de 10 ans disparaît, on ne la reverra jamais. Une personne s'est emparée de notre bonheur, s'est emparée de Marion, et ça on ne l'accepte pas. Une société qui admet que ses enfants disparaissent aussi facilement, c'est pas une société qui marche bien, on dit. Aurore disparue en 95, Jérôme en 91, Charazade en 87. L'affiche terrible des disparitions non élucidées. Alain Boulet lui aussi a perdu sa fille. En 1988, elle est enlevée et assassinée. Chaque année, il doit rajouter un nom, une photo. Triste moyenne, depuis 10 ans, un enfant disparaît mystérieusement chaque année. Je crois que dans toute disparition d'enfants, c'est un sentiment d'impuissance qui est vécu par les parents. C'est bien sûr comme si le ciel leur tombait sur la tête en se disant c'est quelque chose qui est impossible, c'est quelque chose qui n'arrive qu'aux autres. Et pendant un moment, on a l'impression de plus vivre et d'être dans un mauvais rêve, dans un trou noir. Et un jour, il y aura le réveil. Et si ça dure longtemps, ce réveil est extrêmement difficile. Douleur accrue par le sentiment persistant que les autorités pourraient faire encore plus et plus vite. En Belgique, dès qu'une disparition est signalée, cette voiture arrive, envoyée par Child Focus, une association. En quelques heures, sur les lieux de la disparition, elle peut diffuser plusieurs milliers d'avis de recherche. Une prise de conscience née après l'affaire du trou. C'est le père d'une des victimes qui a créé l'association. L'école est la fronde des parents d'élèves d'un collège de Roubaix. Depuis plusieurs jours, ils refusent d'envoyer leurs enfants en classe pour protester contre l'insécurité. Des bouteilles explosives ont été lancées dans la cour. Les actes d'incivisme se multiplient. Et finalement, le rectorat vient d'annoncer l'affectation de nouveaux surveillants. Frédéric Vion, Dominique Mas. À 14 h, ce sont des professeurs très remontés qui, pour être enfin entendus par leur hiérarchie, ont décidé de communiquer désormais en grand et par écrit devant les fenêtres de leur rectorat. Mais au bout d'une demi-heure, la surprise est totale. La délégation reçue par le recteur ressort avec le sourire. Je pense que nous avons été entendus et écoutés. Donc cela veut dire, finalement, en résumé, qu'à la rentrée des vacances de Pâques, il va y avoir 8 adultes supplémentaires à l'intérieur de cet établissement. Je crois que la délégation a compris l'effort qui a été réalisé. Bien entendu, ils vont en discuter avec leurs collègues dans le collège, qui est la moindre des choses. Mais il me semble qu'il y a véritablement là les conditions d'un redémarrage. Dans ce collège du centre de Roubaix, c'est l'explosion de plusieurs bouteilles remplies de soude et d'acide qui a tout déclenché voici une dizaine de jours. Depuis, les collégiens fautifs ont été interpellés, mais les parents d'élèves refusaient d'envoyer leurs enfants à l'école et l'absentéisme atteignait hier encore 95%. Les incidences ont lieu depuis le mois de septembre. Ça a été des incivilités, ça peut être, on a eu des départs de feu dans les bâtiments, on a eu de l'huile déversée dans les escaliers qui ont fait tomber un agent de service par exemple. Reste à savoir si ces 8 surveillants supplémentaires suffiront à ramener le calme, mais en tout cas la grève qui était prévue demain dans le collège est annulée. Toujours à propos d'éducation et de santé, cette étude qui confirme la banalisation du cannabis chez les jeunes, on l'a déjà évoqué, étude de l'Observatoire français des drogues, 1 lycéen sur 5 fume au moins 10 joints par mois, c'est un peu moins chez les filles. Les associations ou les médecins sont de plus en plus souvent sollicités par les parents qui ne savent pas quelle attitude adopter. Frédéric Monteil, Stéphanie Labrousse. Pétard, joint, herbe, shit, ces mots, Marie-Françoise Camus les a découverts en pratique il y a 9 ans.
Lorsque son fils commence à fumer du cannabis, il a 15 ans, la surprise est totale, l'incompréhension aussi. On voit qu'il est déconnecté, hein, ça. Puis alors, il y a des moments d'apathie, il y a des moments de violence. Le cannabis est un produit paradoxal. Donc il y a également, quand ils retombent de leur nuage, des moments d'agressivité extrême. Son fils n'a toujours pas décroché, elle se pose toujours la même question. Qu'est-ce que les parents peuvent faire? Eh bien, être très ferme et manifester beaucoup d'affection aussi, les deux à la fois. Le cas de cette mère est de plus en plus fréquent. En 10 ans, le nombre de jeunes consommateurs a plus que doublé. Aujourd'hui, 66% des garçons de 18 ans ont déjà fumé un joint, 52% des filles. Dans ce lycée marseillais, comme ailleurs, le cannabis est bien implanté. Tous les jeunes commencent à fumer à partir de 14 ans parce qu'ils veulent faire les grands, tout ça. Dans mes collègues que je connais, il y en a beaucoup qui fument, peut-être même la moitié de mes collègues, donc non, ça ne m'étonne pas du tout. Les spécialistes l'affirment, à partir d'un joint par jour, le cannabis peut avoir des effets néfastes sur la scolarité. Des effets étudiés par ce médecin. Selon lui, certains signes devraient alerter vite les parents. Ça va des yeux rouges régulièrement, qui sont un bon signe, au fait que l'on retrouve du papier à rouler, qu'on dépense son argent sans comprendre exactement comment, qu'éventuellement on en emprunte aux parents sans le rendre. Aujourd'hui, 10% des adolescents qui fument du cannabis développent une réelle dépendance. La réforme du divorce suite, elle est discutée en ce moment, vous le savez, à l'Assemblée, avec un point crucial aujourd'hui, la prestation compensatoire. Il s'agit de cette somme d'argent versée chaque mois et destinée à compenser la baisse du niveau de vie du conjoint. Jusqu'à présent, rien ne venait la modifier, pas même la perte d'un emploi. Eh bien, cette règle sera désormais assouplie. Nicolas Lemarinier, Alain Locassio. Cela fait 15 ans que Jean Le Sire paye pour son divorce. 15 ans qu'il verse 1 400 € chaque mois à son ex-femme au titre de la prestation compensatoire. 240 000 € en 15 ans, 1 600 000 francs, et ce n'est pas fini. Dans 2 ans, lorsque je serai en retraite, ça va être très lourd, ça va être difficile. Ça va approcher les 50% de mes revenus, ce qui est vraiment très lourd. Car la prestation compensatoire est une rente à vie pour l'ex-épouse. Si Jean Le Sire décède, c'est sa nouvelle femme qui devra payer les mensualités, puis ses enfants. Un cadeau empoisonné pour lui. En 2000, la loi a tenté d'améliorer les choses en permettant de transformer la rente à vie en capital, payable sur 8 ans. Mais c'est une demi-solution dans la mesure où j'ai quand même payé beaucoup, j'ai pas fini de payer, et j'aurais voulu qu'on puisse prendre en compte les sommes déjà versées pour établir un petit peu quelque chose de valable. Et apparemment, il n'en est pas question. Une autre solution est proposée aujourd'hui par certains députés. En cas de décès du mari, transformer la rente en capital prélevé sur l'héritage. Le but, préserver les héritiers. Une autre fausse bonne idée pour les associations. Imaginez que cet héritage, ce soit la maison, l'appartement qu'il a reconstitué après son mariage, dans son second mariage. Ça veut dire que là, la seconde épouse, les enfants, vont être obligés de s'en aller. Seul espoir pour les personnes concernées, le montant de la rente est désormais révisable. Aujourd'hui, la prestation compensatoire concerne 400 000 familles, enfants compris. L'immigration est-elle en augmentation en France? Il y a quelques mois, l'Institut d'études démographiques s'en prenait aux idées reçues en estimant qu'elle restait stable. Eh bien, autre chiffre aujourd'hui, le rapport annuel du ministère des Affaires sociales fait état d'une augmentation de 36% en 4 ans, entre 1999 et 2002. Ce sont quelques 150 000 personnes qui sont entrées en France cette année-là, en 2002. Un chiffre qui ne prend pas en compte les sorties du territoire et encore moins, bien sûr, l'immigration clandestine. Alors, comment l'État accueille-t-il ces nouveaux arrivants? Une expérience est menée depuis plusieurs mois, dans le Pas-de-Calais notamment, journée de présentation du pays d'accueil, explication des droits et des devoirs. Elle pourrait devenir obligatoire. Dossier signé Yann Jiquel, Catherine Just. Nous vous souhaitons la bienvenue en France et plus particulièrement à l'Office des migrations internationales. Aujourd'hui, ils sont une petite dizaine d'étrangers en situation régulière. Un peu crispés, ils s'attendent à remplir une formalité administrative de plus pour obtenir un coup de tampon sur leur titre de séjour. Mais surprise, autour d'un café, on leur projette un documentaire sur la France. La France est un pays laïque. Il n'y a pas de religion d'État. C'est un pays de tradition chrétienne où chacun peut pratiquer la religion de son choix ou ne pas en avoir. Toute l'après-midi, les intervenants vont s'efforcer d'évaluer les besoins, en premier lieu de santé, et une simple visite peut révéler des difficultés inattendues. Vous connaissez pas l'alphabet français? L'alphabet, ouais.
L'alphabet, vous pouvez dessiner avec votre main? Ouais. Essayez. Tout le travail des coordinateurs consiste à faire un bilan et à signer un contrat d'intégration qui les engage à suivre des cours de français, d'instruction civique et les informe de leurs droits et de leurs devoirs. On leur dit bien qu'en signant le contrat d'accueil et d'intégration, ils s'engagent à suivre un certain nombre de points. Quelles sont les démarches que vous devez entamer en priorité? Et ils sont près de 78% à avoir adhéré et à signer le contrat d'intégration. Et ceux qui signent sont satisfaits. J'aime bien s'intégrer parce que c'est quelque chose de bien. Parce qu'on vit en France, c'est obligé. On va pas marcher avec la mentalité d'ailleurs, la mentalité d'ici. C'est bénéfique pour tout le monde et donc c'est formidable. C'est une bonne initiative là. Il y a une déclaration de non-polygamie à vous faire remplir. On les reconnaît comme acteurs d'un parcours, donc automatiquement ils se sentent écoutés et entendus. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils partent d'ici? Merci. Donc merci de les avoir écoutés, merci de leur avoir proposé quelque chose. Araoui a eu son visa d'1 an. L'année prochaine, il faudra le renouveler et ses démarches d'intégration seront prises en compte. Forte de son succès, 10 000 contrats signés depuis juillet, l'expérience sera étendue très bientôt à l'ensemble du territoire. Bon courage. Les sciences et une curiosité, ce robot miniature expérimenté par l'armée américaine, muni d'une caméra et d'un micro, il sert d'éclaireur aux soldats, sécurise les zones dangereuses, il est même capable de désamorcer des bombes. Romuald Bonin. Dans le pactage des GIs, il y a désormais Packbot. Ce robot à chenillette d'une vingtaine de kilos est commandé à distance. La dernière version des drones terrestres chargés de jouer aux éclaireurs, capable de se déplacer à 30 km/h, de grimper des escaliers et suffisamment blindé pour résister à des chutes de plus de 10 mètres. Et repartir comme si de rien n'était, afin d'évoluer sur n'importe quel terrain, y compris sous l'eau, un nouvel équipement dont le Pentagone possède une centaine d'exemplaires. Ce robot, c'est en quelque sorte l'extension du soldat, car il peut aller là où lui ne veut pas prendre de risques. Le robot, c'est à la fois des yeux et des oreilles à l'avant des troupes, à la place des soldats envoyés en reconnaissance. Selon la société américaine qui l'a conçu, Packbot serait l'illustration des systèmes militaires du futur, moins vulnérables que des tanks, équipés de caméras, de micros, de capteurs, renifleurs de poudres aux explosives. Ce robot militaire, adapté aux nouveaux combats urbains, doit détecter des mines disséminées sur le chemin des troupes. Quelques dizaines de ces machines ont déjà été utilisées en Afghanistan et une douzaine seraient même actuellement opérationnelles en Irak. Les vacances, il y a la plage, il y a la neige, les sports d'hiver, il y a aussi les croisières fluviales. Sur la Marne, par exemple, les loueurs de bateaux font le plein dès le week-end de Pâques. Christophe Médard, Jean-Pierre Pasteur. Le jour vient à peine de se lever. T'appelles Manu, tu passes à Manu. Pour ces touristes normands, c'est le début des vacances. Ils ont loué une pénichette pour une semaine de balade sur le canal de la Marne au Rhin. Alors autant être prévoyant. C'est les provisions, monsieur? Oui, c'est les provisions pour la semaine, on en a besoin. Manger un petit peu quand même. Pas besoin de permis bateau pour ce type d'embarcation. Le départ est donné, mais une fois sur l'eau, c'est une autre histoire. Passé la première écluse, le bateau dérive. À terre, les hommes s'activent et le capitaine s'en sort avec quelques frayeurs. On s'est fait un petit peu surprendre avec le vent là. Vous êtes en phase d'apprentissage? Toujours un peu, ouais. mais je sens que je vais passer la barre. L'apprentissage, rassurez-vous, est rapide. À bord, on prend le temps de vivre, enfin. Les petits tracas quotidiens sont restés à quai. Entre deux apéritifs, le citadin décompresse en toute quiétude. Aux vacances, on vit au rythme de l'eau, quoi, donc on va pas vite. Donc il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de... Tout est tranquille. C'est une maison ambulante qui sillonne le canal. Couchette, cuisine équipée, petit mais tout confort. À bord, pas question de changer les vieilles habitudes. Heureusement, les rives du canal ne manquent pas de charme. Pour ces dames, le dépaysement est total. Ça permet de visiter un petit peu les petits villages, de découvrir les produits locaux, et puis la façon dont vivent les gens. Des plaisirs simples, la vie au rythme de l'eau. Une formule qui séduit de plus en plus de vacanciers en quête de liberté.
Musique pour terminer, il a sorti son premier 45 tours en 1972. Il aime les balades et la douceur. C'est Laurent Voulzy, nouvelle tournée, nouveau concert. Et il aime bien chanter, vous allez le voir avec ses fans. Abdel Mostefa, Thierry Breton. Belle île, belle plage, beau soleil. Ce serait trop facile. C'est chouette. Ce serait oublier qu'avec son air de ne pas y toucher, Voulzy est un travailleur acharné. Un chanteur travaillé par le désir de bien faire. Si je fais une chanson, j'essaie de la faire le mieux possible et je mettrai le temps qu'il faut pour le faire. Pour faire un album aussi. Mais à part ça, je sais que si j'en faisais pas, ça changerait pas la face du monde. Ce matin, le vent apporte de l'ouest 4 nuages blancs. 3 ans et demi pour faire son dernier album, Voulzy met le temps, mais il y met du cœur. 2 heures avant le concert, c'est la balance, on règle le son. Voulzy a pris du retard, comme souvent, il peaufine. Et puis, il ne faudrait pas rater ces moments de scène, pas si fréquents. Entre 80 et 92, j'ai pas fait de scène pendant 12 ou 13 ans. Puis là, c'est vrai que l'appétit vient en mangeant. 55 ans passés, mais pas rassasiés. Laurent Voulzy a encore faim de ses tournées, de ses rencontres improvisées où l'on pousse la chansonnette avec une fan de passage. De nous passagers sur la terre, on est venu pour quoi faire? Ouh, je suis là pour l'amour, il semble... J'adore. Ouais. Le soir même, la fan de la plage était bien sûr aux avant-postes pour Voulzy en formation légère, une vingtaine de tubes, 2 heures et demie de concert. Ce vieux désir super, on serait tout simple frère, le soleil dort. C'est clair, ils n'auront fait que se croiser, ça change pas la face du monde, mais qui sait. De l'or intelligent. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet, 21h, un téléfilm, faites le 15, le quotidien d'une équipe du SAMU avec notamment Pascal Rocard. 1h, dernier journal, Laurence Piquet, dès 6h30 Télématin. Dans les 4 vérités, Jean-Paul Chapelle recevra Thierry Desmarais, directeur général de Total. On se quitte sur ces images qui vont faire des envieux. Elle s'appelle Marion Richardson, elle a 57 ans, elle est anglaise. Elle vient de gagner 30 millions d'euros à la loterie, 200 millions de francs. C'était la cagnotte d'Euro Millions, le loto européen auquel participent également, vous le savez, les Français et les Espagnols. Elle avait joué les dates de naissance de ses 5 enfants. Et elle est contente, ça se comprend. À demain. Votre soirée sur France 2. Médecin au SAMU, Daniel Janvier doit sauver sa famille de toute urgence. Un chagrin d'amour peut-il rendre fou? Les invités ouvrent leur cœur à Jean-Luc Delarue, l'écrivain Marcel Moreau et les chanteuses